Bonsoir et merci à toutes et tous d'être venus. On est ravis de vous voir ce soir pour cette conférence métier de la majeure PES, donc politique, écologie et soutenabilité. On voulait aussi commencer par déjà maintenant remercier chaleureusement nos cinq invités euh, qui ont accepté de venir parler de leur parcours ce soir. Voilà. Pour ma part, donc, je m'appelle Laura et je suis une ambassadrice PES. Et moi, c'est Maud, et donc je suis la deuxième ambassadrice PES, et je vais en profiter pour présenter très brièvement qu'est-ce que c'est PES. PES, c'est la majeure politique, écologie, soutenabilité de Sciences Po Lille, donc le master, enfin la majeure centrée sur les enjeux environnementaux et écologiques de notre société actuelle. En effet, c'est la majeure qui prépare globalement au métier de la durabilité forte, donc des métiers qui vont être engagés pour l'écologie et l'environnement et pour réfléchir et agir pour un monde plus soutenable dans lequel vivre pour demain. Et aujourd'hui, l'enjeu de cette conférence, c'est de vous présenter une première diversité des métiers qui sont possibles à l'issue de cette majeure. On a invité des alumni de PES qui vont vous présenter leur parcours, mais des parcours qui sont très riches et très différents les uns et les autres. Voilà. Concernant l'organisation et avant de présenter nos invités, donc la conférence elle se fera en deux temps. Chaque alumni pourra parler 8 à 10 minutes pour présenter son parcours. Et ensuite, vous et nous aussi pourrons, enfin, on pourra tous poser nos questions. Et voilà, c'est tout. Donc, Et pour une première présentation très très rapide, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir tout d'abord Alexandre Limenton, ici présent, qui est aujourd'hui chargé de mission énergie-climat chez Virage Énergie, dont il pourra vous parler plus en détail, mais c'est une association du champ de l'ESS, axée sur les enjeux énergétiques. Et nous avons également Virginie Tilloy, non, dans l'ordre alphabétique, excusez-moi. Cathy Keinec, promotion 2022, qui est aujourd'hui animatrice agriculture paysanne au sein de l'association Initiative Paysanne, dont pareil, elle pourra vous parler beaucoup plus en détail. voilà. Ensuite, nous avons Claire Quintin, qui est diplômée depuis 2009. Donc, la majeure à l'époque, elle s'appelait Politique territoriale de développement durable. Mais c'est toujours l'équivalent de PES aujourd'hui. Elle a un parcours très varié et aujourd'hui chargée de mission citoyenneté, solidarité internationale, développement durable au partenariat Centre Gaïa. Nous avons également le plaisir d'accueillir en visioconférence aujourd'hui depuis Fribourg, ou Freiburg, euh, Simon Rassé, euh, qui travaille aujourd'hui donc, pour le réseau Ville ICLEI Europe, qui est un réseau mondial de collectivités locales et territoriales consacré au développement durable. Et il est junior expert au sein de l'équipe biodiversité et solutions fondées sur la nature au sein de Et enfin, nous avons Virginie Tilloy, qui, elle, est chargée de mission à Extracité, euh, diplômée depuis 2022, et qui a fait même son stage de fin d'études à Extracité. Exactement. Voilà, donc on va vous laisser la parole, et merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, comme on commence dans l'ordre alphabétique, je vais commencer par vous présenter très rapidement mon parcours, qui n'est pas très long. Donc, je m'appelle Alexandre Limenton, je travaille actuellement donc, à Virage Énergie, donc, qui est une association qui travaille sur la transition énergétique, en partie avec les collectivités, mais aussi avec d'autres acteurs publics comme l'État, l'ADEME, diverses agences publiques. Donc, je suis chargé de mission énergie-climat depuis l'année dernière. Donc, à Virage Énergie, donc on est une association. On a 4 objectifs principaux qui sont la recherche, l'accompagnement, la formation et la sensibilisation. Donc ça, c'est le discours officiel, c'est notre casax de travail. Mais concrètement, du coup, moi, je travaille sur plusieurs sujets. Donc déjà, je travaille sur des outils de sensibilisation.
plutôt la création d'outils de sensibilisation. Donc en gros, comment faire en sorte de transmettre les informations, les connaissances qu'on a sur les enjeux de la transition énergétique et transition écologique. Donc là, récemment, par exemple, on vient de sortir un outil à destination des collectivités sur les enjeux de la sobriété, donc les divers types de sobriété, pour pouvoir outiller les collectivités, donc que ce soit les élus, les agents de collectivités. Il y a aussi une partie de travail en champ, de travail documentaire, d'analyse des documents de prospective. Donc, par exemple, sur le document que vous connaissez peut-être, qui sont Transition 2050 de l'ADEME, on a un travail plusieurs années en lien avec l'ADEME pour analyser et territorialiser ces documents-là. On a aussi, du coup, enfin, j'ai un volet dans le cadre de mon travail d'accompagnement des collectivités. Donc, vous connaissez sûrement les documents assez classiques, les PCAET, les SCOT, mais aussi les documents non réglementaires comme les plans de sobriété. Et donc, évidemment, un volet de sensibilisation et de formation auprès d'élus, d'agents, de collectivités qui auraient besoin de comprendre les enjeux de la transition énergétique, d'aller un peu se focaliser sur certains sujets, comme par exemple le décret de l'agrivoltaïsme qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc, on nous a demandé de vous expliquer un peu quels étaient les ressorts de nos missions. Donc, évidemment, dans le cadre de mes missions, j'ai besoin de travailler en équipe. Le travail en équipe, c'est important. Le fait de aussi avoir une connaissance des collectivités, les compétences des différentes strates de collectivités, c'est important pour savoir en fait quels sont leurs besoins, quelles sont leurs compétences et comment agir, comment leur proposer des solutions ou des actes de travail qui sont pertinents. Euh, et donc aussi avoir et ça je pense que c'est ce qu'on apprend à Sciences Po, c'est savoir avoir une bonne relation, une compréhension des échanges qu'on peut avoir avec les élus. Parce que du coup, au sein de Virage Énergie, donc on peut être missionné par des collectivités pour faire de la concertation. Et donc, il faut comprendre les élus, leurs demandes, leurs ambitions et essayer d'y répondre au mieux. Voilà. Il y a un petit axe sur les conseils qu'on pourrait vous donner. Je vous propose qu'on fasse sous forme de questions-réponses après la présentation de chacun et chacune. Et je laisse la parole à ma chère collègue. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est comme ça. Ouais, du coup, c'est Cathy. Je suis diplômée de 2022. Et en fait, j'ai fait un stage de fin d'études dans le réseau ADEAR, ceux qui connaissent. Donc, c'est le réseau de développement de l'agriculture paysanne. Donc, il y a plein de structures départementales. Et donc, j'ai fait mon stage dans le sud de la France sur un projet de recherche-action. Et après, bah, en fait, j'ai voulu candidater dans le réseau parce que bah, les valeurs et tout, c'était ce qui me convenait. Donc, j'ai fait plusieurs candidatures et j'ai fini à l'initiative paysanne, donc, qui fait partie de ce réseau des ADR. Et donc, je suis arrivée fin 2022 là-bas sur le poste d'animatrice agriculture paysanne. Donc, en fait, juste ce réseau-là, des ATR, ils accompagnent au développement de l'agriculture paysanne, notamment, dans la plupart des cas, à l'installation et à la transmission des fermes. Donc, c'est pour les porteurs de projets enfin, souvent, c'est des gens qui ont fait d'autres métiers avant et qui veulent s'installer, mais qui n'ont pas de parcours agricole. Et la transmission, donc des agriculteurs qui partent à la retraite pour que leur ferme elle soit transmise. Et nous, du coup, à l'Initiative Paysanne, on travaille à l'échelle de toute la région. Donc, en plus de l'installation et de la transmission, il y a d'autres thématiques qui sont abordées, et notamment l'accompagnement des agriculteurs qui sont dans cette démarche agriculture paysanne, avec différentes thématiques, aussi des thématiques sur l'agroforesterie et sur le développement de semences paysannes. Et moi, j'ai été recrutée sur le poste d'animatrice agriculture paysanne. Et donc, je travaille avec des agriculteurs qui sont installés, souvent, donc il y a pas mal de jeunes qui sont installés depuis 3-4 ans. Et après, il y a des agriculteurs qui sont installés là depuis plus longtemps. Et l'objectif, c'est de les accompagner dans leur questionnement, plutôt globalement sur le fonctionnement de leur ferme, sur de la prise de recul, sur quand ils se questionnent sur comment changer leur pratique. Donc, c'est pas du tout, en fait, c'est pas du tout un poste technique que j'ai. C'est vraiment une approche globale de la ferme et plutôt aussi de la mise en réseau. Donc, en fait, s'ils se posent des questions, bah, je peux les rediriger vers d'autres paysans
qui ont réussi à trouver des solutions, ouvert des structures qui vont faire de l'accompagnement technique sur tel ou tel sujet. Donc voilà, et donc sur ça, j'ai un peu d'accompagnement individuel. Je peux faire des diagnostics de ferme et pas mal d'accompagnement collectif. Et donc en fait, j'organise des formations. Et en fait, mon poste, du coup, il change un peu tous les ans. Parce que du coup, on crée des nouveaux sujets en fonction de ce qu'on a entendu des agriculteurs. Donc voilà. Et donc ça, c'est la plus grande, enfin, c'est une majorité de mon poste, mais là-dedans, il y a aussi le fait que à l'échelle de la région, je m'occupe de la thématique du genre en agriculture. Et donc, j'organise pas mal d'actions. Et justement, ça a pris plus d'ampleur cette année par rapport aux années d'avant sur la place des femmes en agriculture. Donc, j'ai des temps, enfin, j'accompagne des groupes en non-mixité, j'organise des formations en non-mixité. Là, cette année, je suis en train de faire une expérimentation sur du marrainage entre des paysannes et des porteuses de projets. Donc voilà, ça, on crée des trucs un peu voilà, d'une année sur l'autre. Et après, il y a une partie aussi qui est plus, une partie de mon travail qui est plus sur le fonctionnement de la vie associative. Et donc, enfin, sur du lien aussi avec des financeurs, avec des partenaires. Euh, voilà, et puis, la vie avec le travail avec des bénévoles et des administrateurs. Donc voilà. Et après, c'est du coup sur les compétences que j'ai développées. Pardon. C'est ça la deuxième partie. Sur qu'est-ce que Sciences Po m'a transmis pour travailler à ce poste. Euh, si je reste sur les financeurs, c'est que les demandes de financement, ça ressemble beaucoup à une dissertation à Sciences Po, en vrai, l'air de rien. Après, je pense que c'est plutôt finalement l'aspect partenariat aussi. Moi, je sais que ce qui m'a passionnée, c'était en master, le cours sur les politiques agricoles. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce réseau. C'est comme ça que je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Et, euh, et du coup, j'ai découvert pas mal de structures. Et puis, j'ai appris un peu tout. Finalement, en fait, dans mon poste, il y a aussi toute une partie sur la promotion de l'agriculture paysanne et donc l'historique de comment s'est créée cette démarche, comment elle vient en opposition avec l'agriculture conventionnelle industrielle. Et donc en fait tout ça c'est un peu des bases que j'ai appris aussi en cours et en fait c'était plus facile à mettre en pratique une fois que je suis arrivée. Voilà. Et puis tout l'aspect politisation aussi, parce que je pense que c'est un réseau de gauchos en vrai. Donc on est en lien avec la Confédération paysanne. On travaille pas mal avec eux. Dans d'autres réseaux, c'est vraiment alors, les membres du CA des ADR, souvent ils sont élus par la Confédération paysanne, qui est le syndicat agricole du coup. Euh, Pas mal avec là, malheureusement. Et donc voilà. Donc je pense que tout ça, c'est ouais, des choses sur lesquelles j'ai été éduquée progressivement, notamment avec la team DS. Et après, sur d'autres. Après, c'est aussi des. En fait, ce qui m'inquiétait quand je suis arrivée dans mon poste. Je parle trop longtemps, pas? Non. Ok. Ce qui m'inquiétait quand je suis arrivée dans mon poste, c'est que c'est vrai que sur l'agriculture, souvent, en agriculture, on demande aussi beaucoup. On s'attend à ce que ça demande pas mal de compétences techniques ou un parcours spécifique agricole, ingénierie. Euh, L'avantage du réseau ADR et Initiative Paysanne, c'est qu'en fait, on exprime clairement qu'on n'est pas des conseillers techniques. Surtout sur des sujets comme l'installation et la transmission, c'est vraiment de l'accompagnement humain. Et du coup, en fait, on est formé petit à petit aussi à cette posture d'accompagnateur ou d'animateur. Et donc, c'est de l'écoute active, en fait, où on les pousse à se poser des questions. Et donc, et de toute façon, en fait, on sait que le fait de mettre en lien les paysans entre eux, il y en a beaucoup qui ont déjà les réponses à leurs questions. Donc, voilà. Et c'était une inquiétude au moment d'arriver, et finalement, ça se passe. Voilà. Je sais pas si j'ai- Ok, bah, du coup, je passe la parole à Marie-Claire. Merci. Bonsoir. Alors, moi, j'ai été diplômée il y a quand même un petit bout de temps. Donc, j'ai eu plusieurs étapes dans mon parcours.
Donc, alors, à l'époque, nous, le master, c'était juste la dernière année et il y avait des filières. Moi, j'étais dans la filière Relations internationales. Au cours de ma scolarité à l'IEP, j'ai découvert l'écologie politique. Donc, j'ai décidé de faire le master politique territoriale de développement durable à l'époque. Je parle comme une vieille. Parce que je me disais, bon, c'est bien international, mais je vais pas faire 3 fois le tour du monde par an, enfin plus par semaine dans mon boulot. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi de faire ce master-là. Mais vous allez voir, on peut allier les deux quand même. Voilà. Alors, j'ai commencé. Alors, à l'époque, j'étais aussi impliquée dans des associations de jeunes en milieu rural, notamment, ou dans des groupes d'écologie politique dont je parlais avec mes collègues. Même à l'IEP, il y avait des associations très engagées. Voilà. Donc, ça, enfin, ce qui est propre à l'IEP ou ce qui est propre à ces militances-là, je ne sais pas toujours faire la différence. Mais ma première expérience professionnelle, ça a été en tant qu'élue associative des associations dont je faisais partie. Euh, on faisait alors, à la fois de la coordination associative et du plaidoyer. Euh, Parce que, alors c'est le moment où à la FAO, à Rome, se mettait en place le système de concertation des constituencies, des groupes, bon, vous faites de l'anglais. Constituencies. En fait, ils se disaient, bon, tiens, on n'arrive pas à régler la, la faim dans le monde. C'est peut-être qu'on ne consulte pas assez les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, enfin ceux qui produisent à manger. Et donc, ils ont mis en place un mécanisme de consultation de la société civile en 2010 à Rome. Et du coup, en tant que jeune, on avait toujours envie d'entendre les jeunes. Et donc, j'ai eu la chance de participer à plusieurs concertations. Donc, j'avais une grande partie plaidoyer, mais parce que j'étais élue de ces associations-là. Et puis aussi, gestion associative internationale. Donc, ça s'appelait le MIJARC. Donc, j'étais élue au bureau européen. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et après ça, j'ai cherché un boulot plus local. Et donc, j'ai commencé à travailler à Petit Pas, qui est une association de développement rural qui s'est créée dans le Pas-de-Calais, qui a aussi une antenne dans l'Avesnois, qui travaille beaucoup avec Initiative Paysanne, notamment, qui est du réseau Impact. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà, il y a plusieurs structures. Alors, à Petit Pas, fait plein de choses, mais notamment une couveuse entreprise rurale. Une couveuse entreprise, le principe, c'est que l'association prête son numéro de SIRET, son numéro officiel, à des personnes pour qu'elles puissent tester une activité avant de se lancer à leur compte. Donc, c'est très pratique dans les cas de personnes qui veulent se lancer dans l'agriculture, qui ne sont pas forcément issues de ce milieu-là. Et ça permet de ne pas prendre trop de risques parce que, enfin, l'agriculture ou autre, hein, mais enfin, créer une entreprise, c'est quand même pas fait pour tout le monde. On peut être très bon technicien, mais pas savoir gérer. Il y a plein de métiers dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc moi, la création d'entreprise en soi, ça ne m'intéressait pas tant que ça. On n'est pas vraiment préparé à ça à l'IEP. Par contre, j'ai été embauchée pour un projet spécifique de mise en place d'un espace test agricole. Et pourquoi on a fait appel à moi en tant que diplômée Sciences Po? Parce que c'était une collectivité locale qui finançait, enfin qui souhaitait développer ça sur son territoire. Et donc, c'était vraiment le volet développement de projet, travailler avec les partenaires, mettre autour de la table les maraîchers, parce que donc c'était pour faire du maraîchage. Les maraîchers qui avaient peut-être pas envie qu'on amène trop de concurrence sur le territoire. Les techniciens bio, parce que nous, on n'était pas techniciens, ça ne pas de produire. Voilà, enfin, voilà, plus largement, mettre tout le monde autour de la table. Et puis, le lien avec les collectivités, comme le disait bien Alexandre, comprendre leur logique, leurs problématiques, leur temporalité, avec les élections qui viennent tout mettre en pause. On croise les doigts pour que l'équipe suivante ait toujours envie de monter le projet.
Et entre le moment où je suis arrivée et le moment où l'espace test a commencé à fonctionner, il y a eu 7 ans. Donc, il fallait s'accrocher. Parce que c'est innovant, oui, dans le bon sens du terme. En fait, c'est nouveau, la législation n'est pas adaptée, donc il faut inventer des solutions. Les acteurs n'ont pas l'habitude, donc il faut rassurer. Enfin, voilà, c'est là où, en ayant notre profil sur le politique, sciences politiques, de compréhension des jeux d'acteurs, on peut apporter quelque chose. Et donc, entre-temps, bah, je me suis occupée aussi en faisant de l'accompagnement, écoute active, et puis en travaillant sur d'autres choses. Mais voilà, c'était ma mission principale. Et puis, ben, en fait, je suis restée 10 ans à petits pas. Au bout d'un moment, j'avais envie de changer. J'avais envie de faire plus d'animation que dans mon association de Normirona, j'en faisais beaucoup. Et j'avais envie de répondre aussi aux enjeux de la solidarité internationale euh, qui, ben, là où il y a du boulot, notamment au milieu rural. Enfin, la solidarité n'est pas la valeur la plus... Enfin, la solidarité internationale n'est pas la valeur la plus répandue. On voit quand même énormément de repli sur soi, de colère qui mène au rejet de l'autre, la différence des autres cultures. Voilà, donc j'avais envie, après avoir participé à, à accompagner la transition dans, dans le monde économique, le voir aussi du côté culturel, interculturel. C'est pour ça que j'ai cherché un boulot. Alors en plus, je déménageais à Lille, donc j'ai cherché ce que je pouvais faire à Lille et j'ai trouvé donc le partenariat Centre Gaïa, où j'ai deux missions. L'une, c'est de l'animation. On parle d'EXI, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est surtout porté par les ONG. Avant, c'était de l'éducation au développement. Bon, vous voyez peut-être le problème du terme développement. Voilà, vouloir que tout le monde dans le monde suive le modèle occidental, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc maintenant, on parle d'éducation à la citoyenneté. Le but, c'est que les enfants, les adultes se sentent citoyens du monde, faire vite. La solidarité, donc c'est pas que local, et au développement durable, parce que finalement, ça touche aussi les enjeux planétaires, le changement climatique et mondial, la disponibilité de l'eau potable, etc. C'est international, donc voilà. Donc, il y a ce volet animation et aussi la gestion de projets européens. J'avais déjà commencé dans mon ancien emploi où, bah, avec d'autres partenaires. Donc, nous, on travaille surtout sur des projets Erasmus+. À Petit Pas, il y avait des projets leaders, Interreg. Et là, c'est utile d'avoir eu un peu de... Oui, c'est pénible. Alors, les projets européens, c'est beaucoup de paperasse, de bureaucratie. Ça ressemble bien à des dissertations en anglais, en français, en mélangeant les deux. Bref, donc voilà, c'est... Là, le profil Sciences Po est très utile pour ce type de subvention-là. Et avec des engagements progressifs, des subventions publiques, c'est quand même un peu la roue de secours pour encore trouver de l'argent pour l'instant. Donc voilà, c'est utile de savoir déposer des projets européens, les gérer et les coordonner parce qu'il faut coordonner des partenaires dans différents pays avec différentes cultures. Voilà, c'est aussi de l'humain, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Bon, je crois que j'ai fait le tour de mes missions. Les compétences utiles. euh, alors, prendre la parole, oser prendre la parole. Je pense que ça se travaille bien à l'UEP et c'est pas partout. Euh, voilà. J'ai dit, ouais, comprendre les réseaux, les différents types d'acteurs. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà dit. Alors, il y avait une question, pourquoi on recruterait quelqu'un de l'IEP? Moi, j'ai noté
on sait que quand même vous êtes bien formé, vous avez des connaissances, vous avez un volet universitaire. Donc, je pense on attend que vous ayez des connaissances solides et c'est le cas en général. Capacité de travail, beaucoup de travail, enfin à mon époque, je ne pas. Et ça, souvent dans le milieu associatif, on n'a pas beaucoup de moyens, donc on observe que les gens bossent beaucoup. De sérieux, vous compreniez ce qu'on demande. L'analyse systémique. J'ai une amie qui travaille dans le transport, elle était aussi de l'IEP, elle me dit, je suis qu'avec des ingénieurs, pourtant il y en a qui sortent de... Comment ça s'appelle? Polytechnique, et ils sont pas foutus de mettre un trottoir au bon endroit parce qu'ils se mettent pas à la place de l'usager. Et ça fait une... Enfin voilà, donc on s'en rend pas compte quand tout le monde autour de nous a ces compétences-là, mais c'est du bon sens en fait. Voilà. Prise de recul, intérêt pour les enjeux politiques. Enfin, moi, je ne suis passée que par des expériences associatives. Je n'ai jamais connu un jour de chômage. Depuis, bon. J'ai enchaîné aussi, j'ai pas fait de break, mais en tout cas, si ça peut vous rassurer, c'est possible. Enfin, dans le milieu associatif, quand même, on embauche certes des compétences, mais aussi une personne. Et dans votre CV, selon le master que vous aurez choisi, on voit un petit peu dans quel sens vous allez. À petit pas, clairement, les compétences, c'était secondaire, c'était, mais est-ce qu'on va bien s'entendre avec cette personne? Parce que c'est un fonctionnement horizontal, il n'y a pas de chef, etc. Et est-ce qu'elle va partager nos valeurs? Parce que quand vous êtes embauché par une association, vous la représentez, vous allez à des réunions, etc. Et bon, voilà, c'est aussi une vision politique, déjà un intérêt pour la politique et puis une vision. C'est un enchaînement sur des conseils. Euh, c'est important enfin, pour travailler dans l'associatif d'avoir une vie associative à côté de ces études. C'est aussi ça qu'on va regarder, quoi. C'est pas juste votre diplôme, parce que finalement, vous êtes, je sais pas combien dans le master, on va regarder ce que vous avez fait à côté, quoi. Et si c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur, ou si vous avez vu passer ça dans le journal, puis finalement, ça va pas être intéressant pour vous. Donc, voilà. Voilà. Ah oui, petites anecdotes, enfin je sais pas si c'est des anecdotes, conseils aussi. Dites-vous que dans votre promo et dans les amphis seront des futurs responsables politiques, euh, des futurs membres de partis, de futurs journalistes. Donc nous, il y avait Monsieur Darmanin, oui, il y avait Marine Tondelier aussi, il y avait Frédéric Seyss, je ne sais pas si vous écoutez France Culture. Ou l'émission après les infos sur Arte. C'est à 8. Bon, bref. Et voilà. Vous ne savez pas qui, ça sera peut-être vous, mais en tout cas, vous allez. Sachez que les gens autour de vous, une partie va devenir connue pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais voilà. Il y avait votre responsable de master. Euh, Mathilde Chouba. Bon, voilà. Je passe la parole à Simon. Merci Claire. D'abord, est-ce que tout le monde réussit à m'entendre? Ouais, même dans le fond? Super. Ok. Ben moi, c'est Simon. Donc, je suis pas en présentiel aujourd'hui parce que bah, voilà, j'habite à Fribourg en Allemagne. Donc, j'ai vu qu'il y a eu des réactions dans le public. Peut-être qu'il y a des personnes qui en viennent. Voilà, je vois un sac qui s'appelle Friebixois. Donc, il y a peut-être Fribourg dedans. Voilà. Puisqu'en fait, les trains sont très chers. J'aurais bien aimé être en présentiel, mais veuillez m'en excuser. Alors, moi, j'ai été diplômée il y a 2 ans, en 2023, la promo Denis Mukwege. J'ai fait du coup la filière générale, la majeure PES. Et en mineur, j'ai fait Asie-Moyen-Orient. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Si, ouais. Bon, bah, c'était assez sympa, assez complémentaire. Euh,
Alors, j'ai fait plusieurs stages pendant que j'étais à Sciences Po Lille. Il y avait des stages obligatoires, comme le stage de fin d'études, que j'ai fait à la Fondation Heinrich Böll, qui est une super structure de stage qui est basée à Paris. Il y a un bureau franco-italien, donc j'étais là-bas pendant 6 mois. Puis après, en fait, avant ça, j'ai fait des stages qui étaient optionnels. Pendant la 3A, j'ai fait un stage qui était plutôt orienté sur la culture au niveau international en Grèce, lié à la danse, parce que j'ai un parcours aussi de danseur. Donc au début, j'hésitais, MIC, PES, PES, MIC. Bon, finalement, PES puisqu'il y a eu le Covid qui est passé par là et ça a mis quand même la danse assez à terre. Et au final, l'écologie, ça résonnait plus. Euh, voilà. Donc c'est tout à fait possible pour les personnes qui sont en première ou en deuxième année, qui font un stage de 3A qui n'est pas dans l'écologie. C'est tout à fait possible de rentrer en PES après coup. Et après, j'avais fait des stages plus petits pendant l'été. Donc à la Citaslo International, c'est une petite asso de petites communes qui bossent sur l'écologie, qui est basée en Italie. C'est lié au mouvement Slow Food. Donc il y avait pas mal de liens aussi avec le côté agricole. C'était assez chouette. Et aussi, j'ai fait un autre stage dans le réseau Transition Town à Totnes, en Angleterre, pendant un mois. Et donc là, c'était plutôt quelque chose d'assez local. Et voilà. Alors, c'est très fancy tout ça, mais je vous rassure, hein, il y a quand même eu plein d'étés où bah, j'ai fait du boulot aussi pour gagner des sous, parce que bah, ça se finance tout ça. Et donc, un des conseils que je peux vous donner, c'est que même si vous faites des petites expériences de stage, même si c'est un mois, comme j'ai pu faire, ça aide vraiment. Voilà, après, bah, ça dépend de vos privilèges personnels. Si vous avez les moyens et la possibilité d'en faire, c'est chouette. Voilà, mais on apprend aussi beaucoup en faisant des jobs d'été. Alors aujourd'hui, je travaille pour ICLEI Europe. Alors j'ai vu que dans la communication qui avait été faite par les ambassadrices, on disait réseau mondial, mais alors moi je travaille pour la branche européenne. Donc c'est toujours international, mais il y a des branches de ICLEI qui sont dans d'autres continents, et il y a aussi une branche mondiale qui est basée à Bonn en Allemagne. Et donc moi c'est seulement, c'est déjà vaste, l'Europe. Voilà, donc je suis dans l'équipe de biodiversité et de solutions fondées sur la nature. Alors, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà familières avec le concept de solutions fondées sur la nature? Pas trop. Un chouï. Bon, bah c'est à peu près la situation dans laquelle j'étais, puisque dans tout le master PES, on n'en a parlé qu'une seule fois, pendant un seul cours. Et donc, en fait, j'ai beaucoup appris sur le tas, sur ce que c'est les solutions fondées sur la nature, etc. Et donc ça, c'est un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous voyez des offres de stage, d'emploi qui ont l'air super techniques sur un sujet qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr de l'avoir vu en cours, bah faut pas se restreindre, il faut quand même candidater. Et en vrai, j'ai eu une semaine avant l'entretien où j'ai bossé nuit et jour le sujet pour être assez solide. Donc ça se fait, j'ai eu le poste, et maintenant je peux dire que je connais très bien les solutions fondées sur la nature. Et alors, qu'est-ce que c'est concrètement, très vite? C'est dans les villes, tout ce qui va être trame verte et bleue, les espaces verts. Ça va être les toitures végétalisées, les façades végétalisées. Euh, Ça va être aussi, si on est en dehors des villes, des actions de rewilding, de réensauvagement, comment on peut redonner des cours à des rivières qui ont été bétonisées, ou ce genre de choses. Du coup, c'est assez chouette. Et concrètement, je travaille sur des projets européens, faire le lien avec ce que Claire a dit. Mais moi, je travaille pas sur des projets qui sont financés par Interreg ou par Erasmus+, mais sur des projets fondés, euh, d'où les sous proviennent du programme Horizon Europe. Donc, c'est tout ce qui est recherche. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La langue de travail, bah, c'est l'anglais. Il y a beaucoup de voyages dans ce genre de boulot. C'est quand même difficile de prendre le train tout le temps. On est peu parmi les gens convaincus militants PES qui ne prennent que le train. Ça, c'est assez difficile de voir tous les collègues qui se ruent vers l'avion par réflexe. Voilà, et donc il y avait aussi quelque chose qui avait été dit sur les valeurs qu'on représente. Durabilité forte, durabilité faible. À ICLEI, ça dépend. Ça dépend des projets.
Donc on est financé par l'Union européenne et bah, l'Union européenne, c'est quand même une vision assez libérale, etc. Euh, donc on essaye quand même de faire de la soutenabilité forte sur des choses qui parfois ressemblent à de la soutenabilité faible. Et parfois la frontière est assez poreuse. Et voilà. Donc concrètement, en fait, ICLEI fait du lobbying au niveau de l'Union européenne. On va essayer de porter la voix des villes. Il y a à peu près 200 membres hein, au niveau européen. En France, il y a Grenoble, il y a Paris, il y avait Lille, mais ils sont partis malheureusement. Euh, voilà. Il y a du lobbying au niveau de l'Union européenne. On représente ICLEI lors d'événements européens, internationaux. On organise beaucoup aussi d'événements en ligne, en présentiel, avec différents types de publics, hein. Il y a des publics, c'est plutôt on va dire citoyens, plutôt politiciens, politiciennes de différents niveaux. On rédige beaucoup. Donc ça, à Sciences Po Lille, c'est très pratique. On rédige des articles, on rédige des chapitres de livres, on rédige des policy papers ou ce genre de choses. Donc parfois aussi, ça aide certaines assos à Lille. C'était le Moon, je crois, qui en faisait. Enfin bon, c'est pas les mêmes valeurs, mais il y a des trucs qui peuvent être pratiques. On rédige beaucoup de livrables aussi. Donc les livrables, c'est juste bah, voilà, prouver qu'en fait, on reçoit les sous et qu'on en fait quelque chose après. C'est des documents super indigestes qui font plus de 50-70 pages. Et ça aide quand même beaucoup à Sciences Po Lille. Rien que la rédaction du mémoire, en fait. Ça nous prépare à ce genre de choses. Et puis aussi, on se positionne sur les appels à projets pour obtenir les sous pour payer les postes. Voilà, le travail en équipe est essentiel. Il n'y a pas un seul moment où je travaille seule. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je trouve Sciences Po Lille nous apprend beaucoup avec les exposés, etc. Donc parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est super important. Au niveau des sujets que je traite, il y en a différents, hein, ça dépend des projets. Il y en a qui sont plus sur l'éducation, aux solutions fondées sur la nature. Il y en a, ça va plus être la santé. En fait, c'est quoi le lien entre solutions fondées sur la nature, la santé? Et puis après, il y en aura d'autres, ça va plus être genre sur des fleuves. Ou, voilà. Alors, très brièvement, je vais aller sur les apports de Sciences Po Lille. Euh, Dans le mode de travail, je trouve que Sciences Po Lille apporte beaucoup. Bah, donc déjà les exposés, pouvoir être à l'aise à l'oral, le travail en équipe, rédiger des documents sous contrainte de temps aussi. Ça, c'est assez chaud parfois, mais bon, Sciences Po Lille nous prépare. Et un truc super important, c'est que les sujets sont tous transversaux. Et ça, c'est quelque chose que Sciences Po Lille nous apprend vraiment. Et aussi, bah, un aspect bon, que je trouve un petit peu négatif, mais qui est connecté, c'est on survole beaucoup, en fait, dans les différents projets, les différentes tâches, missions qu'on doit faire. Et donc, en fait, ça me rappelle beaucoup Sciences Po Lille, quand on survolait un peu toutes les matières, économie, droit, blabla. Et ben, c'est un peu pareil dans mon cas. Voilà, en termes de contenu, il y a pas mal de choses aussi que Sciences Po Lille apporte. Euh, En PES, moi, les cours de biodiversité, d'Union européenne m'ont beaucoup aidé. Cours de plaidoyer, de la ville durable aussi. C'est comme ça que j'ai connu ICLEI d'ailleurs. C'était dans les cours de PES. Voilà. Euh, Après, bon, en fait, j'ai beaucoup écrit, là, j'ai des petites fiches, je triche. Euh, bon, après, le reste, ça peut être passé en forme de questions. Et comme ça, je laisse la parole à Virginie. Super, merci. Je termine du coup. Donc Virginie Tilloy, moi je suis diplômée du coup en 2022 comme Cathy et j'avais fait mon stage de fin d'études chez Extracité, que si vous êtes en PES, je pense que vous connaissez un petit peu parce que vous avez mon collègue en prof, mais je représenterai, enfin je vais quand même représenter la structure si j'ai des personnes qui ne sont pas issues du master. Et du coup donc j'ai commencé en faisant mon stage de fin d'études là-bas et j'ai été embauchée directement après, ce qui fait que là maintenant ça fait plus de 3 ans que je travaille chez Extracité. Donc, c'est un cabinet de conseil. Nous, on accompagne du coup les collectivités plutôt locales. Donc, ça va être principalement communauté de communes et communes, un petit peu de département, ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc tout ce qui va être association, coopérative, dans leurs projets en lien avec le développement durable. Du coup, au sens large, on intervient sur les trois piliers un petit peu du développement durable qui vont être économie, environnement et social. Donc voilà, on a vraiment une vision assez large sur ces projets-là.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va travailler aussi bien sur des politiques publiques qui vont être une vision un peu macro, à grande échelle, que sur des projets un peu plus concrets qui permettent de voir enfin, quelque chose de plus opérationnel. Donc voilà. Et moi, je trouve que c'est cette diversité-là de projets sur lesquels on peut travailler qui est assez intéressante. Principalement, moi, ce sur quoi je vais travailler, c'est les projets en lien avec les systèmes alimentaires et agricoles, les projets sur le travail de la biodiversité, enfin sur la biodiversité, et sur l'environnement un petit peu au sens large. Il y a quelques missions parfois, mais c'est plutôt à la marge. Donc voilà. Et du coup, oui, comme je disais, j'ai des collègues qui vont travailler sur de la politique sociale, j'ai des collègues qui vont travailler sur de la participation citoyenne. Pour revenir du coup un petit peu aux apports, je vais mélanger parce qu'ils ont beaucoup parlé des apports et j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais sur ça, je trouve que c'est assez intéressant. Enfin, Sciences Po, ça nous permet quand même d'avoir une base solide en effet pour être en capacité d'analyser à peu près tout. Et moi, même si j'ai jamais, enfin, à Sciences Po, j'avais pas trop parlé de politique sociale, je suis capable quand même de lire des documents, de comprendre un peu quels sont les enjeux, d'envisager un petit peu les jeux d'acteurs, même si c'est plus compliqué. Et je pense que sur le côté survolage, Simon, je partage un petit peu ton analyse, mais ça a aussi ses avantages, c'est-à-dire que ça nous a quand même permis d'être en capacité d'avoir les premières clés d'analyse quand on parle en tout cas de politique publique. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà. Pour rentrer, ouais, nous, la spécificité du coup d'Extracité, on est une coopérative. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Mais du coup, c'est aussi ça qui m'avait intéressé, c'est que du coup, l'entreprise appartient aux salariés. Je suis associée depuis il y a un peu moins d'un an. Et donc, c'est intéressant de participer aussi à la façon dont ça se décide au sein de l'entreprise. Et puis, euh, et puis, ça permet de voir comment on gère une entreprise aussi, ce qu'on voit très beaucoup à Sciences Po. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on a vraiment un ADN sur la co-construction des projets sur lesquels on va participer. Donc l'idée, c'est pas d'être le cabinet de conseil qui vient, qui conseille la collectivité, qui lui dit ah bah le mieux pour votre situation, c'est de faire ça et qui repart ensuite. C'est vraiment d'avoir cette approche où on va essayer de co-construire déjà avec le client, mais aussi avec les autres acteurs du territoire. Donc, on fait beaucoup d'ateliers participatifs auxquels, par exemple, l'initiative paysanne peut venir sur la thématique alimentaire pour pouvoir impliquer un petit peu les différents acteurs qui, derrière, vont travailler sur l'opérationnalisation de la politique publique et qui, du coup, et qui aussi ont une vision sur les enjeux sur le territoire. Et vraiment, du coup, il y a ce travail qui est fait avec d'autres acteurs que nous. Donc j'ai un peu de terrain et c'est aussi intéressant. Sinon, on est beaucoup derrière notre écran. C'est intéressant d'avoir un peu ce côté animation, atelier ou entretien et tout ça, où on va pouvoir un peu voir du monde et avoir quelque chose de plus ouais, participatif et moins sur notre écran. Donc voilà, peut-être pour rentrer un petit peu dans le détail sur ce qu'on peut faire, je ne me rends pas compte de à quel point ça peut vous parler, mais moi, les missions sur lesquelles j'ai pu travailler, du coup, créer, du coup, c'est de l'élaboration de politiques publiques, donc de projets alimentaires territoriaux. C'est la politique publique sur l'alimentation qui existe aujourd'hui, qui est portée par les collectivités locales. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment ce travail de élaborer la politique publique en lien avec, du coup, les différents acteurs que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, il y a, en fait, c'est assez basique, je pense que vous connaissez, mais c'est réaliser le diagnostic, en ressortir des enjeux, les travailler et aboutir derrière à un plan d'action qui va être porté par les acteurs. Donc voilà, j'ai pu faire ça, j'ai pu travailler sur des projets un peu plus précis, concrets, sur une étude de préfiguration pour une maison de l'alimentation durable, par exemple, où l'idée c'était de voir, voilà, il y a un projet de créer un équipement donc, municipal, une maison de l'alimentation durable, et qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, qu'est-ce que vous y voyez derrière, quelles activités vous voulez mettre en place dans cet équipement-là. Donc voilà, et sur le volet un peu biodiversité, si vous me mentionnez, moi on travaille sur tout ce qui va être mise en place d'une trame verte et bleue. Donc c'est des trames pour le passage de la biodiversité sur les territoires et sur des atlas de biodiversité communale qui ont pour objectif de recenser un petit peu la biodiversité et la mettre en valeur et mettre en place des actions pour la préserver. Et là, c'est assez intéressant sur ces missions-là, un peu sur les missions environnementales, alimentaires aussi, mais en fait, pour Sciences Po, pour le coup, enfin, sur ces missions-là, nous, on va travailler avec des experts techniques, par exemple des écologues,
Et c'est vrai qu'on voit aussi l'apport, nous, de nos formations. C'est dans le dialogue avec les élus, dans le dialogue avec les habitants, les personnes qui sont formées un peu plus études techniques, sciences dures, euh, elles vont très bien faire leurs études, mais elles vont avoir beaucoup plus de mal à, je pense, en extraire les enjeux principaux, à se dire que c'est sur ça qu'il faut se concentrer et aussi avoir un discours qui puisse parler aux élus pour qu'ils aient envie d'agir et qu'ils sachent, enfin, qu'ils comprennent bien ce qu'on essaye de faire passer comme message. Donc là, ça, enfin, nous, notre formation, pour le coup, elle est une plus-value là-dessus. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. En tout cas, si vous avez des questions, si des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On va pouvoir faire passer le micro. Personnellement, j'ai juste une première question. Ça concerne tous les cinq, mais vu que nous, on s'interroge sur après trouver du travail, trouver un stage et tout ça, une première question, certains et certaines d'entre vous ont déjà un peu répondu, mais est-ce que ça a été dur pour vous à la sortie de PES de trouver du travail ou un stage? Enfin, est-ce que vous avez eu des difficultés, notamment, je pense, par exemple, au monde agricole, parce que nous, on voit en cours que c'est compliqué d'y rentrer, et on n'est pas déjà dedans. Voilà, mais c'est une question à toutes et tous. Moi, j'ai pas eu de difficulté du coup, vu que j'ai enchaîné le stage et mon emploi. Donc, franchement, j'ai eu de la chance là-dessus. Moi, j'ai déjà dit que je n'avais pas connu de chômage non plus, mais c'est aussi que le stage, c'est une façon de rentrer dans un réseau. Si vous êtes déjà impliqué dans des associations, ça va. C'est aussi une porte d'entrée. Le monde agricole, c'est vrai que il a tendance à dire, enfin, il est particulier, mais il y a plein de portes d'entrée en fait. Enfin, c'est pas un bloc monolithique. Les associations comme Initiative Paysanne, voilà, tu pourras bien parler avec moi. Mais en tout cas, à petits pas, moi j'avais fait mon stage à Interenvironnement Bruxelles. Pardon, Wallonie, pas Bruxelles. Donc pareil sur l'agriculture, et je connaissais pas forcément l'agriculture. Je vais faire des questionnaires sur la pulvérisation. Enfin bref, je connaissais rien du tout au mécanisme, à la mécanique à l'école. Mais on se forme. Maintenant, l'agriculture se pose beaucoup de questions, compris que la société l'a regardé. Il y a moyen d'y travailler par plein d'angles. Travailler pour une collectivité qui a une politique agricole, c'est une manière de travailler sur l'agriculture, se former progressivement. Et puis, évidemment, vous n'allez pas devenir conseiller technique, mais inventer des nouveaux modes d'installation, c'est accessible à tout le monde. Et justement, des regards extérieurs apportent beaucoup. Moi, du coup, c'est clairement mon stage qui m'a qui m'a permis de trouver ce travail-là. Mon stage, en fait, c'était de la recherche-action sur le lien entre les transmissions de ferme la transition agroécologique et alimentaire. Et en fait, c'était faire des entretiens avec des agriculteurs et c'est des choses qu'on apprend à Sciences Po. Donc, en fait, je pense que limite, j'étais mieux. Je pense qu'ils en font peut-être, certains ingénieurs font ce type d'entretien, mais je pense que j'étais mieux parée pour ce stage-là. Et du coup, c'était la porte d'entrée, quoi. La petite anecdote, en fait, au début, mon travail, moi, j'ai été refusée. Ils avaient choisi quelqu'un d'autre et en fait, ça n'a pas marché. Du coup, ils m'ont rappelé. Voilà, je suis encore là 2 ans et demi après. Donc, c'était pareil pour le master, hein. J'avais été sur liste d'attente. Donc voilà, faut pas renoncer. Après, ça dépend des structures. C'est ce que tu disais sur les élus. En fait, dans les collectivités, je pense que tout ce qui est plutôt politique, dans tous les cas, c'est pas forcément des ingénieurs qui voudront. Nous, et je pense que dans le réseau Impact, il y a pas mal de structures qui sont pas très techniques non plus. Et en fait, l'avantage. Voilà, dernièrement, en plus, j'ai eu des remarques d'agriculteurs qui finalement ne sont pas forcément toujours satisfaits des conseillers techniques. Et, surtout que dans le réseau associatif, il y a pas mal de turnover. Du coup, c'est souvent des jeunes. Et donc, quand tu arrives en tant que conseiller sur une ferme de quelqu'un qui est installé depuis 15 ans, tu sors d'études d'ingénieur, tu n'es pas forcément pris au sérieux. Au moins, enfin, quand tu arrives pas du tout en posture de conseiller, ben, en fait, ils sont juste là
bah, pour parler avec toi et pas pour recevoir tes conseils. Et donc, je trouve que c'est aussi une autre démarche et une autre légitimité qu'on a. Mais voilà. Donc, je pense qu'il faut choisir où on va. Et après, en fait, moi, je me, enfin, c'est pas que je me forme, c'est que du coup, au fur et à mesure, à discuter avec des agriculteurs, finalement, j'en apprends petit à petit sur les systèmes agricoles. Je serai jamais une pointe, je serai jamais ingénieur. Mais finalement, après, finalement, au fur et à mesure des discussions, je suis aussi plus apte à vraiment échanger avec eux sur des sujets plus techniques, quoi. D'accord. Dans mon cas, c'était pas très difficile. Alors mon stage de fin d'études ne m'a pas aidé, puisque comme c'était une association qui avait comment dire, peu de budget pour ouvrir des postes, euh, j'ai pas pu continuer après coup, mais c'est pas grave. J'ai fini le stage à peu près en juillet, puis après, bah voilà, c'était les vacances, et ensuite j'ai été embauchée en novembre et les entretiens étaient en octobre pour le travail que j'ai maintenant, donc ça s'est plutôt enchaîné. Si je regarde aux autres amis ou aux autres PES dans ma promo, la plupart des gens ont trouvé pareil autour de septembre, octobre, pour les personnes qui n'avaient pas été reprises directement dans la structure du stage. Donc voilà, et il me semble que Mme Chouba le dit assez souvent, hein, mes PES, on trouve du travail après assez facilement. Voilà. Oui, pour rajouter, mais c'est ce que tu disais, Cathy, ça m'a fait penser, c'est qu'en fait, je pense que, enfin, moi, j'avais ce sentiment, et du coup, je le partage parce que peut-être c'était le cas. En sortant de Sciences Po, c'est vrai qu'il y a ce côté où on a vu beaucoup de choses, mais on est rentré peu en profondeur de choses. Et, enfin, faut pas avoir ce sentiment d'illégitimité quand on arrive sur le monde du travail, parce qu'en fait, on a par contre une capacité d'apprentissage et de compréhension qui est assez impressionnante. Et je pense que pour le coup, moi, je me suis énormément formée en fait dans ma vie pro et j'ai presque plus appris sur mes thématiques qu'avec les un ou deux cours que j'avais pu avoir sur les politiques alimentaires à Sciences Po. Mais c'est pas grave. Et en fait, les cours de Sciences Po m'ont permis d'avoir les premières bases pour vraiment aller approfondir après dans ma vie professionnelle. Et pour abonder dans ce sens-là, pour la petite anecdote, donc j'ai été recruté en CDD sur mon stage de fin d'études. J'avais fait mon stage, enfin j'avais fait un stage en quatrième année à Virage Énergie. Et pour la petite anecdote, donc j'ai postulé sur un poste et le poste demandait de l'expérience. Donc, pour vous dire, que comme c'était un stage de fin d'études, j'avais pas d'expérience. Et finalement, ils m'ont quand même pris. Et donc, ça montre que souvent, sur les offres d'emploi, on peut demander de l'expérience. Je sais pas, des fois, ils ont l'honnêteté de marquer deux préférences avec 2 années d'expérience. Des fois, c'est marqué juste 2 années d'expérience. En réalité, moi, l'expérience que j'ai, même autour de moi, et c'est un conseil qu'on m'avait donné, et heureusement qu'on me l'a donné, c'est de ne pas s'arrêter sur cette demande d'expérience, parce que finalement, enfin, vous êtes tout aussi légitime de postuler. Voilà. Et moi, je ne vous avais pas expliqué, mais j'avais fait d'autres stages en collectivité, ce qui, à mon avis, m'a aidé dans mon travail actuel, puisque du coup, je travaille avec des collectivités, donc il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ça peut être un conseil pour l'insertion professionnelle de faire des stages dans les domaines ou dans les structures qui vous intéressent. Ça me fait penser à un autre conseil. Euh, Même sans faire des stages, n'hésitez pas à aller voir les structures des réseaux qui vous intéressent, même s'ils n'ont pas d'offre d'emploi. Donc, quand j'étais à Petit Pas, j'ai été contactée par d'anciens de la promo ou bien d'autres qui me disaient, tiens, j'aimerais bien savoir ce que vous faites, comment ça fonctionne. Ils postulaient pas, mais ils sont juste venus se renseigner pour discuter, comment ça se passe ce métier. Enfin, et j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, j'ai pris le temps de le faire. Je suis pas garantie que tout le monde le fasse, mais n'hésitez pas à aller voir des structures, même dans des salons, ou les contacter. Enfin, sans enjeu de trouver l'emploi. Et j'ai trouvé ça très, très constructif. Je me suis dit, tiens, le jour où j'aurai besoin de quelqu'un, j'aurai envie d'inviter cette personne parce que, voilà, c'est pas intéressé, c'est vraiment je m'intéresse. Enfin, intéressé. Je me renseigne, je me plonge dans ce milieu-là pour voir un peu qu'est-ce que j'aimerais faire.
n'hésitez pas, et, vous croiserez certainement des structures qui seront OK ou qui vous inviteront peut-être à des conférences, à des activités qu'ils organisent pour mieux découvrir. Et comme ça, en plus, vous vous forgerez une connaissance. Vous aurez déjà rencontré les personnes, elles vous auront vu comment vous fonctionnez, comment vous pensez, vous êtes sérieux. Ce sera un conseil aussi. N'hésitez pas à aller vers les structures, les mondes qui vous intéressent a priori. Ok, bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le public. Je pas de micro. Merci. Je ne sais pas trop comment formuler ma question. Mais donc vous avez parlé des politiques, etc., du temps long sur certains projets. Euh, Est-ce que vous arrivez à mettre en place des projets, etc., ou est-ce que ça vous arrive d'être frustré par rapport à des absences de fonds, par rapport à le temps long, au temps long, etc. Je veux bien commencer à répondre parce que je me vois vraiment à votre place poser la même question, de se dire où est-ce qu'on trouvera, enfin, comment on va réussir à se réaliser dans le monde professionnel. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un boulot militant ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de rentrer dans le système pour le changer de l'intérieur? Enfin, toutes ces questions, je me vois vraiment me les poser de votre point de vue. Euh, à Virage Énergie, du coup, on est contacté par des collectivités pour travailler avec elles. Et donc, ça fait on travaille généralement avec des collectivités qui sont motrices sur le sujet de la transition énergétique. Ça crée un biais qui est assez chouette, j'ai envie de dire, parce que on travaille avec des gens motivés, donc que ce soit les élus ou les techniciens ou techniciennes. C'est des gens motivés. Pour vous donner un petit exemple, on a travaillé avec la collectivité, la communauté de communes du Clunisois, que je vous recommande chaudement parce que vraiment c'est génial ce qu'ils font là-bas. C'est tout petit, c'est une communauté de communes, c'est le Clunisois, je ne sais même pas si vous connaissez, mais c'est des gens qui ont envie de travailler sur le sujet de la transition énergétique, la transition climatique de manière générale. Et en fait, on a travaillé en partenariat et donc les projets qu'on a amenés, d'ailleurs qu'on a co-construits, parce que c'est pas nous spécialement qui les avons amenés, ils les ont réalisés, ils ont travaillé avec nous, ils ont travaillé sur le terrain. Et aujourd'hui, bah, ils sont en train de travailler, par exemple, les politiques de sobriété comme personne ne le fait. Ils sont en train de devenir moteur en France et c'est formidable. Pour revenir sur le côté militant ou changer le monde de l'intérieur, donc je suis à Virage Énergie, ça a plus le côté militant, on ne fait pas de plaidoyer, mais ça s'y apparente de temps en temps. Euh, mais je pense que ça peut être très utile aussi d'aller en collectivité ou en entreprise, si jamais vous êtes tenté, pour essayer de changer les choses de l'intérieur, parce qu'en fait, ça crée Enfin, vous êtes quelque part des alliés sur lesquels on pourra s'appuyer. Pour vous donner un petit peu une idée, moi là en ce moment je suis en train de changer de région et donc je postule pour travailler en collectivité et je pense que c'est utile d'avoir aussi des gens qui sont moteurs en collectivité. En entreprise, je connais moins le secteur, donc je pourrais moins en parler. Mais pour avoir des personnes sur lesquelles s'appuyer et qui feront pencher la balance, des fois elle est un peu équilibrée, elle est légèrement sur un côté, et en l'occurrence le nôtre. Euh, Là-dessus, parce que c'est très large, est-ce que c'est possible de monter des projets? Oui, il y a plein de projets qui se montent tous les jours. Il y a plein de financements européens. Enfin, en tout cas, les financements européens demandent tout ce qu'on fait pour l'écologie. Alors, parfois, c'est juste du blabla, mais il y a quand même des vrais fonds dédiés à ça. Certaines collectivités, comme tu l'as dit, qui sont moteurs et qui ont une vision écologique, euh, ou juste à qui ça pourrait servir, mais sans vision écologique. Par exemple, l'espace est à l'école, c'est fait sur une collectivité, une communauté de communes rurale autour d'Avesnes-sur-Helpe, je ne sais pas si vous connaissez un peu la région, qui n'est pas du tout militant pour l'écologie, mais alors pas du tout. Mais eux, ils se sont dit, tiens, le fait d'avoir ça, ça va attirer du monde parce qu'on perd en population. Donc, c'était vraiment un enjeu de, de maintenir, enfin d'être attractif, un territoire attractif. Ils ont vu que nous, on savait faire ça, donc ils ont demandé à TIPA de mettre ça en œuvre, même si ce n'était pas leur projet. En tout cas, il y a eu un concordance
de, de projets qui se sont retrouvés, quoi. Donc, il y a des moyens, et ce que je disais l'année dernière, ce type de conférence, il y en a pour tous les goûts. Voilà, vous pouvez être très très militant, et il y a du boulot dans les structures extrêmement militantes. Il y a du boulot dans les structures qui essayent de ménager les deux. Bon, illustre un peu ça. Et puis, il y a du boulot. Alors, tout dépend du revenu que vous voulez avoir aussi. Voilà, l'associatif, ça ne paye pas, mais c'est intéressant. Et puis, on vit, hein. On vit simplement. Voilà. Mais voilà, c'est possible de monter des projets, ne pas être frustré, mais tout dépend où vous postulez, quoi. Sinon, tu voulais... Ouais, moi, je suis un peu plus mitigée. Euh, euh, Là, franchement, en tout cas, dans l'associatif, honnêtement, c'est pas ouf. Il y a de moins en moins de financement et je pensais qu'au début que c'était notre association qui était hyper bonne en gestion. Finalement, je crois que c'est partagé, en tout cas, dans la région. Donc, c'est vrai que des fois, on a un peu l'impression de courir avec les financements, de devoir faire des choses pour répondre au financement. Et ça, c'est très frustrant. Et surtout qu'il y a, du coup, il faut toujours trouver des cofinancements. Donc, il y a du temps qui est non négligeable sur cette partie-là. Et c'est vrai que ça peut être pesant par moment. Moi, je sais que c'était beaucoup le cas l'année dernière, où en fait, j'étais censée répondre à des demandes sur des financements, et en fait, ça ne correspondait pas à ce que voulaient les agriculteurs, ou c'était pas sur les zones sur lesquelles il y avait des agriculteurs intéressés. Mais cette année, ça va beaucoup mieux. On a réussi à mettre du flou un peu. Du coup, on est plus libre. Et ça fait toujours du... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant quand la question des financements, elle passe vraiment au second plan. Mais dans tous les cas, elle disparaît vraiment jamais. Et il y a beaucoup d'incertitudes dans les associations actuellement, honnêtement. Il y a des baisses de subventions publiques et puis des augmentations de conditions pour les avoir, quoi. Donc voilà, désolée. Ouais, si je peux compléter sur cet aspect-là, c'est vrai que bah, j'ai l'impression, en tout cas quand on écoute ce qui se passe en France ou même généralement en Europe, bah, là c'est un peu le moral est en berne, un peu pour l'écologie, je trouve. Les villes, bah voilà, il y a moins de sous pour l'écologie, donc on le ressent aussi à Iclay, puisqu'on est quand même avant tout un réseau de villes, et bah, notamment en France, là, il y a une grande enfin, chute du nombre de villes adhérentes, puisque bah, bon, on va voir où est-ce qu'on peut couper les dépenses, et bah, finalement, le côté relations internationales, etc., bah, même si ça fait un peu des paillettes de dire, ah tiens, je suis membre d'Iclay, je travaille et tout, bah, s'il faut couper les sous, même si on n'est pas trop cher, bah, ça passe un peu à la trappe. Après, au niveau européen, on se pose aussi les questions au niveau des financements, puisqu'il y a une véritable droitisation euh, du discours européen, le Green Deal, etc. Bah, même si théoriquement, en fait, c'est encore très important, c'est complètement passé à la trappe, et donc l'écologie, c'est plus une priorité, en fait, pour l'Union européenne. Donc, quand je parle de l'Union européenne, je parle des institutions, et surtout de la Commission européenne. Là, on parle beaucoup plus de sécurité, de guerre, ce genre de choses. Et donc, on va plutôt déguiser l'écologie en disant que c'est la résilience, que ça permet de résister aux chocs, etc. Donc, on essaie d'adapter ce discours-là. Euh, Après, sur le montage de projets, donc oui, on monte les projets, on mobilise donc les villes du réseau, qui sont généralement en fait des villes qui sont déjà très engagées, très militantes, donc Paris, Grenoble, en France pour citer qu'elles, puisque de toute manière, les villes qui sont pas intéressées par l'écologie, bah, elles sont pas membres du réseau, et donc on travaille pas trop avec elles. Voilà, après on a plus une vision technique que militante quand on écrit les projets. En fait, on va vraiment faire que de la technique pour, euh, pour avoir un message assez lisse et pour obtenir les sous européens. Et donc on va réutiliser le vocabulaire des appels d'offres rédigés par la Commission européenne, notamment. Donc à mon grand désespoir, on ne parle jamais de décroissance ou de termes, on va dire, de soutenabilité vraiment très forte. Il y a toujours ce mythe de la croissance verte, etc. Mais après, les gens qui travaillent dessus, euh,
on va dire, c'est pas des croissantistes absolus. Il y a plein d'écolos et de gauchos dans ce qu'on fait. Mais pour obtenir les financements, bah, il y a un peu cet impératif, en tout cas à ICLEI, de lisser et d'insister plus sur les aspects techniques de l'écologie. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais c'est mon grain de sel. Pour répondre à la question, différents éléments, sur le côté temps long des projets, moi, c'est quelque chose que j'observe plutôt avec les collectivités territoriales, où en effet, en fait, élaborer une politique publique, nous, on met entre 1 an et demi et 2 ans parfois. Donc, moi, parfois, il y en a que j'ai pas du tout lu de A à Z, très peu d'ailleurs. Mais en fait, c'est l'avantage que j'ai trouvé dans le cabinet de conseil, c'est que quand vous avez des projets qui vont pas forcément avancer pour des questions politiques ou techniques, parce qu'il y a un turnover dans les équipes, parce que l'élu a changé, parce que c'est plus la priorité de l'agenda politique, bah, vous allez avoir d'autres projets. Enfin, moi, j'ai 6, 7 missions en parallèle, donc forcément, après, je change de projet. Je bascule entre les projets et j'ai l'impression que c'est plutôt aussi le cas de mes interlocuteurs dans les collectivités. Ils ne sont pas dédiés à un projet précis. Ils ont plusieurs projets en fait, donc je pense on s'arrange un peu avec ça aussi, où quand il y a un projet qui est à l'arrêt, bah, il y en avoir un autre qui va avancer un peu plus. Et donc ça permet aussi de ne pas avoir vraiment ce côté où on stagne, mais même si ça peut quand même créer des frustrations sur certains points. Et après, sur le volet concrétisation des projets, ça dépend ce que vous voulez, mais clairement, si c'est quelque chose d'important pour vous, je ne retourne pas forcément le cabinet de conseil parce que on le voit très peu. Nous, on intervient vraiment sur la création de la politique publique, donc ça reste quelque chose d'assez général, qui est de l'ordre d'une grande philosophie qu'on se donne pour le territoire, quelles sont les ambitions du territoire, même si on écrit un plan d'action qui va être plus ou moins détaillé, c'est pas nous qui allons le mettre en place, très rarement. Et du coup, ça, c'est quelque chose en cabinet de conseil, vous verrez très peu d'accompagnement très précis sur de concret, quoi. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Et clairement, ça crée des frustrations. Surtout quand on sait que le territoire ne va pas mettre en place les valeurs en commun. Si, je ne sais pas s'il y a d'autres questions du public. Peut-être pour savoir un peu le pourcentage de chacun de vos métiers entre terrain et bureau. Et si vous avez la possibilité de voler ça en fonction de vos envies. Moi, c'est un peu compliqué parce que, en fait, comme j'ai pas mal d'actions, en fait, moi, je suis pas en projet, on est plutôt sur des actions. Et j'ai pas mal d'actions qui se préparent en amont et du coup, je les prépare au bureau. Mais pour moi, c'est quand même du terrain parce qu'en fait, je suis en train de, par exemple, j'organise une formation. Donc, c'est trouver les intervenants, censer les inscrits. Je suis au bureau, mais en soi, ça reste du très concret. Par contre, c'est vrai que la part qu'on considère plutôt sur du fonctionnement, elle prend de la place. Mais moi, j'aime bien faire, genre, gérer un peu le suivi des actions de chacun, le fonctionnement de l'équipe, comment améliorer peut-être sur les projets plutôt moyen-long terme, sur bah, quelles orientations on pourrait donner sur Naviaso. Bon, c'est pas nous qui décidons, c'est nos administrateurs, mais voilà, on a des réflexions en équipe que moi, j'aime bien. Les ingénieurs, ils aiment moins ces parties-là, justement. C'est trop de réunions, bah, c'est technique. Voilà. Après, moi, je suis pas. Normalement, cette année, je vais être un peu plus sur les fermes. Euh, mais je n'ai pas trop de proportions. En fait. Parce que, par exemple, une journée de formation, en fait, je passe 2, 3 jours à la préparer. Après, j'ai beaucoup d'échanges aussi au téléphone et par mail avec les agriculteurs. En fait, une partie de mon accompagnement, c'est l'accompagnement à distance. Moi, c'est pas évident lui non plus. Sur ma fiche de poste, c'est 50-50. Parce qu'il y a tout un volet animation, on accueille des classes, on leur fait des ateliers pédagogiques, des jeux de rôle, voilà, des simulations. Je dirais plutôt, parce que les projets européens, c'est énormément de boulot administratif et
pratique. Donc, c'est ça, qu'est-ce que c'est le terrain? Coordonner les partenaires européens, forcément, ça se fait devant son ordinateur en visio. C'est pas une vraie réunion. Donc, euh, je dirais, je bouge à 30-40% et je suis assise le reste du Ouais, moi, en terrain, je dirais que ça... Enfin, terrain dans le sens déplacement, je dirais que ça représente peut-être 20% du temps, en sachant qu'avec enfin, suite au Covid, il y a beaucoup de choses qui sont passées en visio. Donc, le reste, c'est 80% au bureau, mais je vais avoir des entretiens. Enfin, c'est beaucoup de visio aussi. Mais, et sur la possibilité de le faire évoluer. Moi, je pourrais pas. Éventuellement, les consultants plus haut placés, ils se déplacent peut-être plus parce qu'ils font plus la relation client. Et après, mes collègues qui font de la concertation citoyenne, de la participation, elles font beaucoup plus de terrain. Pour être le plus adéquat possible, j'ai sorti mon agenda. Et ce que je remarque, c'est que environ un jour par semaine, je suis en déplacement. Donc ça fait les mêmes proportions que toi, donc ça fait environ 20% du temps en déplacement. Sachant que il y a une partie non négligeable de déplacement et donc de temps dans les transports. Je l'ai pas dit, mais du coup, nous, on travaille avec des collectivités partout en France. Et donc, comme l'a souligné Simon, on se déplace en train quand on peut, enfin même tout le temps. Et donc, en fait, il y a vraiment des plages de demi-journée qui vont sauter. Alors, évidemment, on travaille dans le train, mais où c'est pas du bureau réellement. Et puis, moi, ce que je peux ajouter, je dirais en pourcentage terrain-bureau, bon, ça dépend des projets, mais comme c'est des projets européens, bah, il y a beaucoup d'écrans, ça se fait beaucoup les réunions en visio. Par jour, je dois avoir à peu près... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Allemagne, c'est 40 heures par semaine et pas 35. Et ça, j'avais oublié. Mais, et ça fait quand même la différence, hein. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup de temps d'écran par semaine. Je dirais que globalement, ça fait 70%, 80% bureau, le reste, c'est du terrain. Moi, j'aimerais quand même avoir plus de terrain, mais c'est pas facile. Et puis, ouais, par jour, je dirais que je dois avoir minimum 4 heures par jour de réunion en visio avec différents partenaires européens. Et ça, c'est quand c'est des jours un peu légers. Donc, voilà, ça fait qu'il reste quand même peu de temps hein, sur 40 heures pour après bosser vraiment en dehors des réunions. Et ça, c'est quelque chose aussi que Sciences Po nous apprend parce que bah, souvent, on est blindé de cours, etc. Et après, bah, faut quand même bosser et avancer. Et donc Sciences Po nous prépare beaucoup pour ça. Voilà. La deuxième partie de ta question, c'était est-ce qu'on peut moduler ça? Et je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu. Évidemment, très peu. C'est vraiment en fonction des projets. Enfin, les déplacements sont lissés, mais de temps en temps, ça peut arriver qu'on se déplace 5 jours sur enfin, une semaine entière. Et globalement, je suis chargé de mission, donc moi, voilà, on essaie de répondre et faire des projets qui nous plaisent, dans la mesure du possible, et effectivement d'avoir le plus de terrain possible, mais c'est pas forcément possible tout le temps. Oui, je n'ai pas répondu non plus. Moi, c'est un peu modulable en fait. Enfin, je trouve qu'on est assez libre. Finalement, vu que la fiche, l'émission, elle s'ajuste d'une année sur l'autre, en fait, en fonction de ce qu'on identifie comme priorité, on en parle avec nos collègues, avec nos administrateurs, mais du coup, ça peut être. Je peux avoir plus de formation une année, un peu moins une autre, en fonction du reste, quoi. Et c'est chouette. Alors, j'ai deux questions. Une question facile pour Cathy. Est-ce que tu as des expériences, est-ce que avant ton métier, tu avais des expériences en roofing ou en montage agricole ou quoi, ou en jardinage? J'ai jardiné pendant le Covid, ça compte. Non, en vrai, non, j'avais aucune expérience. J'avais été en observation sur des fermes laitières. En plus, je connaissais pas les fermes laitières. C'est vraiment juste une journée, j'allais voir la traite. J'ai des amis de la famille, quoi. Mais non, j'ai pas eu de. Et je pense que l'expérience, c'était plutôt sur des entretiens pendant mon stage. Et du coup,
politique agricole. C'était politique agricole, on a dû faire un entretien avec. Ouais, 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 ouais. Et c'est tout. Mais il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait du bullshit avant, mais moi, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et ça marche, ouais. Et du coup, pour tout le monde, est-ce que vous avez des réflexions ou des collègues autour de vous sur le travail à temps partiel? Est-ce que c'est faisable et est-ce que vous en pensez à titre personnel? Un peu, je trouve que ça s'articule à une réflexion globale de remise en question du rapport au travail. Je vais avoir votre avis là-dessus. Nous, je pense qu'il y a au moins la moitié des salariés qui est à temps partiel. La plupart, c'est 80%. Et je pense que dans le secteur associatif, il y a pas mal de temps partiel. Ouais, parce que mon côté un peu féministe est très mitigé sur le temps partiel, parce que souvent, c'est les femmes qui l'ont en pratique. Mais moi, j'hésite encore. En fait, je pourrais moduler mon poste aussi, demander à passer à temps partiel. Et c'est vrai que sur les engagements à côté, je trouve ça pas mal d'avoir moins de temps de travail. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que mon engagement, c'est mon travail. Donc, Euh, Dans mon ONG actuel, si on le demande, on a du temps partiel, c'est vraiment à la demande des salariés. À petits pas, ben, fonctionnement horizontal, on avait beaucoup de réflexions sur le temps de travail, même la semaine de 4 heures, etc. Parce que, bon, le problème du temps, j'ai dit, 4 jours. 4 jours. Ah, ça serait bien. 4 jours, ouais. Euh, mais ben, le problème, c'est que les salaires associatifs sont déjà pas énormes. Bon, à un moment, j'étais à temps partiel pour avoir des engagements associatifs. J'étais contente de me retrouver un peu plus gros que le SMIC après ça. Euh, et bon, ce qui est bien, c'est qu'à petit pas, on pouvait aussi se dire, tiens, est-ce qu'on ne s'augmenterait pas tous? Vu que il n'y avait pas de chef, mais il faut aller des fonds derrière et on a parlé des contrats associatifs. Voilà. Voilà, c'est l'équilibre entre les besoins. Et puis, il y a eu tous des débats sur les besoins de chacun et comment c'est pas aux collègues de juger les besoins des autres collègues selon l'âge. Il y a des collègues qui avaient des enfants étudiants. Cher d'avoir des enfants étudiants. Il y en a qui étaient jeunes, célibataires, ils étaient OK. Enfin, voilà. C'était des débats très intéressants. Et finalement, on a plutôt cherché à avoir des avantages à côté parce qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires. Mais vraiment, ben, quand le salaire n'est pas énorme, le temps partiel, ça nous met quand même dans une précarité aussi, quoi. Même à la campagne. je vais ajouter quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est spécifique au secteur associatif, mais c'est aussi qu'il y a une grosse charge de travail, justement des objectifs à atteindre pour pas être en sous-réalisation vis-à-vis des financeurs. Et le risque en passant à temps partiel sur des trucs, enfin, souvent, qui sont prévus pour des temps pleins, c'est qu'en fait, la charge de travail se réduise pas. Et ça peut facilement arriver. Quand il n'y a pas une structure bien organisée avec des responsables RH qui sont formés spécifiquement pour et qui sauraient cadrer ça, c'est peut-être un peu plus risqué et on peut se retrouver avec une surcharge sur un 80% qui est, je pense, beaucoup plus lourde qu'une petite surcharge sur 100%. Et puis, il n'y a pas de responsable RH dans le milieu associatif. Moi, pareil, on peut demander un temps partiel si on veut. Après, sur la réflexion plus générale de la semaine à 4 heures, il y a eu un moment où la... 4 jours. Ah, mais il y a pu y avoir des réflexions, clairement là, enfin pareil, nous, c'est des salariés qui décident aussi, enfin qui prennent des décisions pour la boîte. Économiquement, c'est aussi impactant. Et aujourd'hui, enfin, c'est plus à l'ordre du jour de nos réflexions, puisqu'on a d'autres sujets à aborder. Mais c'est une possibilité. Et après, moi, personnellement, c'est pas forcément ce que je fais. Enfin, je suis contente d'occuper mes semaines, quoi. Donc, voilà. De mon côté, je suis clairement en réflexion sur le sujet. Enfin, moi, en tout cas,
la notion d'avoir plusieurs activités, notamment une activité plus intellectuelle, une activité plus pratique au quotidien m'intéresse beaucoup. Je rejoins totalement la notion de précarité en termes de salaire et surtout de surcharge de travail, parce que clairement, enfin, à côté de ça, donc je suis administrateur d'une association qui emploie, et il y a des personnes qui sont passées à 80%, et c'est très compliqué de gérer, de se dire à cette personne, en fait, elle est là que 80%, et du coup, il faut lui mettre une charge de travail qui est adaptée. Et donc, pour l'instant, j'ai pas, moi, voilà, c'est compliqué de passer le pas. Tout aspect de la quarantaine. Et de mon côté, je dirais que, alors j'ai pas mal de collègues hein, qui sont à 80% d'un 40 heures. Alors du coup, ça fait quand même généralement, c'est des collègues qui vont prendre le vendredi de libre et qui vont quand même avoir bah, des journées de 8 heures du lundi au jeudi, parfois même un peu plus. Après, je comprends tout à fait ce que les autres alumni ont partagé sur le fait que bah, parfois, quand on a 80%, la charge de travail se réduit pas forcément. Et ben, moi, je le vois aussi. J'ai des collègues qui ne sont pas censés bosser le vendredi et qui se connectent quand même et qui quand même travaillent. Alors, sur le long terme, en fait, bah, ça peut créer des burn-out. Enfin, le risque existe et il y a quelques collègues à qui c'est arrivé par le passé. Euh, voilà. Après, il y a aussi des gens qui sont à 50%, c'est plus rare. Mais après, c'est plus pour des raisons familiales. Typiquement, des collègues qui, hop, fondent une famille et puis, bah, voilà, il faut s'occuper des enfants et donc il y a moins de temps pour le travail. Donc ça se fait aussi, mais un petit peu moins. Après, je dirais qu'il y a aussi ça a déjà été dit aussi, comment on dit ça? Le business model, en fait, parfois de certaines organisations empêche, je trouve, la réalisation du temps partiel, des 80%, parce que bah, quand, par exemple, à ICLA Europe, on écrit plein, plein, plein de projets, et puis après, bah, on se retrouve avec tous ces projets, et bah, il faut bosser dessus. Parfois, c'est pas vraiment possible de passer à autre chose qu'à du 100%. Et en tout cas, enfin, dans mon cas, euh, bah, j'ai pas de temps, en fait, je trouve, pour m'engager dans des assos ou autres. Et pareil, je considère ce travail comme une manière de m'engager. Mais c'est quelque chose que je regrette, comparé au temps à Sciences Po Lille, où là, je pouvais m'engager dans les assos. C'est quelque chose qui me manque un peu. Et après aussi, ça n'a pas été mentionné, mais il y a beaucoup de télétravail, en tout cas dans mon cas. Euh, Moi, je peux faire 50% de mon temps en télétravail, donc c'est super cool parce que bah, je peux bouger un peu partout. Et donc, ça permet qu'en gros, je fasse 2 semaines en France, 2 semaines en Allemagne, etc. Et ça, c'est super flexible. Et je sais que c'est pas le cas dans beaucoup de structures. Voilà. Si, je vois qu'on a une autre question. Je vais juste regarder l'heure pour savoir si peut-être une dernière question. Je ne sais pas si après il y a d'autres questions dans la salle, mais si jamais il n'y a pas, deux dernières questions. Moi, du coup, c'est une question à Sylvie. Par rapport, donc, de ce que j'ai compris, tu as vraiment un travail qui est en lien avec à la fois les villes et à la fois l'Europe. Est-ce que c'est plus l'Europe ou est-ce qu'il y a quand même une grosse collaboration avec les villes? Ben, c'est les deux, en vrai, puisque bah, on travaille, moi je dirais que c'est vraiment 50-50, puisque les projets sont européens, donc forcément on travaille sur tout ce que va être position de la Commission européenne, etc. Mais comme on travaille avec des villes dans tous les projets qu'on fait, ben, souvent les partenaires, ça va être des villes ou des régions, c'est possible aussi. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai équilibre. Mais on ne s'adresse pas de la même manière aux villes, qui sont souvent très engagées, gauche, écolo, tout ça, qu'avec la commission, qui est beaucoup plus libérale. Voilà. Donc on adapte un peu le discours en essayant de faire bouger les choses. Parfois ça marche très bien et parfois ça marche un peu moins bien. Mais c'est les deux. Je serais intéressée de discuter avec toi un peu plus si c'est possible par message après ou quoi. Ben ouais, tout à fait. Ma question, c'est juste, est-ce que dans votre profession, il y a un lien avec le mémoire que vous avez fait en 4 ans ou pas?
Pas du tout. Ah, j'ai là, moi, oui, parce que j'avais travaillé sur l'agriculture dans mon enfance, j'avais travaillé sur les communs dans l'agriculture. Du coup, c'était plus l'entrée thématique qui m'intéressait, que je retrouve aujourd'hui. Alors, à mon époque, le mémoire était optionnel. Donc, j'ai fait un stage à la place. Toujours, Bah, moi, complètement, j'ai fait mon mémoire sur les mesures de préservation de la biodiversité dans les politiques agricoles en Bretagne. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert. Je pense qu'avec Monsieur Lallou, on avait parlé un peu d'initiative paysanne, du réseau Impact en Haute-France. Mais, en fait, les valeurs de la Confédération paysanne et des réseaux comme le CIVAM et tout ça, c'est des structures que j'ai découvert vraiment pendant mon mémoire. Et les luttes contre les lobbies agro-industriels, c'est ce que je les ai vraiment travaillé dans mon mémoire aussi. Me concernant, c'est à peu près la même chose. Ça a plutôt des liens. Donc, j'avais travaillé sur l'impact du changement climatique sur le territoire de la CUD. Et donc, aujourd'hui, bah, je travaille toujours avec des collectivités sur les politiques publiques de transition. Ça aide, honnêtement. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé. Voilà. De mon côté, est-ce qu'il y a un lien? Oui et non. Oui, parce que moi, j'avais fait un mémoire sur donc, la sobriété énergétique au Parlement européen, donc sur toute la sphère européenne. Alors là, c'est très connecté à ce que je fais et ça m'aide pas mal. Par contre, le sujet, aujourd'hui, je travaille complètement sur autre chose, plus du tout sur l'énergie et sur la sobriété, même si j'avais adoré. D'ailleurs, c'était un mémoire, comment on disait, appliqué avec Virage Énergie. C'était super cool. Après, donc voilà, c'est possible hein, de bosser pendant un an sur un sujet et puis au final de travailler sur autre chose. Et de toute manière, il y a toujours moyen de le vendre, hein, le mémoire, même si on veut passer à un autre sujet après coup. Voilà. Donc, merci à toutes et tous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Merci encore d'être venu. C'était vraiment très, très intéressant. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines personnes qui seront du coup intéressées d'en savoir encore plus sur les différents parcours. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo à vous pour l'organisation. Merci.